Buon pomeriggio e grazie a tutti voi per essere qui e in questa maratona di 2 giorni omaggio al congresso di Alba del settembre 1956 che abbiamo riproposto nel settembre 2019 in occasione della quale riproposta esiste anche una mostra inaugurata alla Chiesa di San Domenico ieri sul tema in questione. Desidero ringraziare la Fondazione CRC che in collaborazione col Castello di Rivoli ha realizzato l'organizzazione di questo congresso di Alba e mi fa particolarmente piacere presentare l'amico e il collega Bernard Blisten, che è direttore del Centre Pompidou dal 2013, dopo aver lavorato come curatore all'interno del Pompidou per molti anni e anche insegnato all'École du Louvre, scritto molti libri, molti cataloghi, molte mostre, con un particolare interesse per anche l'arte italiana. Dunque, con Bernard siamo venuti a visitare le opere di Pino Galizia un anno fa e in quell'occasione è nata l'idea di fare questo congresso di Alba e quindi questo ve lo dico come piccolo segreto, insomma, e quindi è alla base, diciamo, della nascita di queste giornate. E ci parlerà in qualità di francese del lettrisme e del rapporto fra lettrisme e situazionismo. Quindi passo la parola a Bernard che parla in francese, se volete la traduzione è offerta con gli auricolari all'ingresso che potete prendere. Grazie. Mi dispiace voler parlare italiano, ma il mio italiano è tanto brutto che io credo che sarà meglio di parlare la mia parola. Scusa per tutti. La première chose, c'est que je voudrais dire à Caroline combien ces 2 journées ont été absolument formidables. Posso anche dire in italiano, questi 2 giorni sono stupendi. Et je voudrais qu'on applaudisse Caroline pour ce qu'elle a réussi à faire, qui me semble être une vraie nécessité dans le travail des musées aujourd'hui. Et c'est certainement formidable de se dire que Caroline a su, comme nous disons en français, joindre le geste à la parole quand nous nous sommes retrouvés ici, à Alba, il y a 1 an, avec l'idée de voir s'organiser ce qui nous a réunis. Donc, merci Caroline, et merci à tous ceux qui ont apporté de magnifiques contributions à ces 2 journées. Moi, je vais remonter dans le temps, pas avec la machine quantique, mais je vais remonter dans le temps, puisque je vais parler d'avant le situationnisme, et que je vais parler de ce moment plein de mélancolie qui, comme vous le savez, a précédé la naissance
du situationnisme qui s'est appelé le lettrisme. Et je crois qu'il est extrêmement important de rappeler combien la relation entre le lettrisme et le situationnisme est l'expression d'un changement profondément brutal et important dans l'espace de l'art et de la création de l'après-guerre. Les lettristes voulaient être un mouvement novateur. Ils sont peut-être le dernier mouvement d'un passé. Les lettristes voulaient annoncer le monde de demain. Ils ont peut-être été la fin de la comète des illusions et des utopies, de l'art des avant-gardes historiques. Je veux aussi rappeler que le lettrisme est l'invention d'un homme, Isidore Isou, arrivé à Paris dans l'immédiate après-guerre, sur les traces d'un poète roumain qui lui aussi était arrivé à Paris dans les années 1920, qui était Tristan Tzara. Et je voudrais essayer de vous faire comprendre que, d'une certaine façon, l'histoire de Tzara et l'histoire de Isou ont des similitudes. Deux poètes juifs, l'un venant de Roumanie à la demande d'André Breton, l'autre venant de Roumanie pour tuer André Breton et d'une certaine façon prendre sa place contre Tristan Tzara, qui était encore à l'époque en vie et qui était devenu le pauvre communiste. C'est ce climat, si vous voulez, complexe qu'il faut essayer de comprendre. Breton n'est plus, dans l'après-guerre, l'immense figure qu'il avait été en créant le surréalisme en 1924. Il revient des États-Unis et essaye de réinventer le surréalisme. Il crée un deuxième mouvement surréaliste, comme les futuristes ont créé un deuxième futuriste. Tzara, lui, n'est évidemment plus le poète de Dada, mais un écrivain parmi les autres, devenu communiste, et dont l'inventivité n'est évidemment plus l'inventivité de Dada, né, vous le savez, en 1916, dans un moment de révolte contre la guerre et contre l'époque dans laquelle il vivait. Et Paris, dans cette après-guerre, n'est plus tant le Paris de ces avant-gardes historiques que ce moment où un autre homme essaye de reconstruire un discours théorique. Cet homme, c'est Jean-Paul Sartre, et c'est évidemment l'existentialisme. On ne comprend rien du lettrisme si on ne se souvient pas qu'André Breton a fait venir à Paris Tzara pour tuer Dada et inventer le surréalisme. Si l'on ne comprend pas que André Breton est un poète du passé quand Jean-Paul Sartre invente l'existentialisme, et si l'on ne comprend pas que c'est dans cette tension-là que s'est construit la rivalité entre, d'un côté, le lettrisme et, d'un autre côté, ce qui va devenir le situationnisme.
J'ai voulu dire que ce moment de l'histoire de la pensée est une guerre de la connaissance. Pour reprendre une parole de Nietzsche, que très souvent les situationnistes ont cité comme un modèle théorique et philosophique absolument essentiel. Mais je veux aussi rappeler qu'au cœur de cette guerre de la connaissance, il y a une guerre, et que cette guerre est celle des idées, qui d'une certaine façon est portée par la pensée d'un très important théoricien, qui est Clausewitz. On ne comprend pas la pensée de Guy Debord sans se souvenir qu'il est un grand lecteur des théories de la guerre, dont celle, évidemment, de Clausewitz. Et j'ai trouvé très intéressant que tout à l'heure, on évoque Mario Merz, qui, à mon sens, Caroline, a été, évidemment, dans la fin des années 50, avant le fameux Che fare, a été certainement un des artistes qui a fait le lien historique entre cette conception politique de l'après-guerre et l'invention de l'arte povera. Je veux aussi dire que, pour vous, Italiens, le lien doit être très fort entre l'idée de la guerre et de la guérilla. Guérilla, c'est le mot que Germano Celant emploie pour le texte fondateur de Arte Povera. Donc tout s'est passé fondamentalement dans ce rapport que d'ailleurs un autre très grand artiste et poète a lui-même aussi exploré, Marcel Brotars, en disant que le terrain de l'art était une guérilla, que le terrain de l'art était a battlefield, un champ de bataille. Et je crois ces choses-là extrêmement importantes parce qu'elles permettent d'articuler différents moments de l'histoire. Zara a inventé Dada contre la guerre, mais en même temps dans la guerre. Et quelque part, il est intéressant de voir que c'est aussi dans une guerre des idées, mais aussi dans une guerre idéologique, que s'est construite la relation politique entre, d'un côté, le lettrisme et, d'un autre côté, Debord et les situationnistes. Mais ce n'était pas de la même guerre dont on parlait. Parce que la guerre d'Isidore Isou et des lettristes était celle qui ramenait à la Deuxième Guerre mondiale, quand Isou arrive à Paris. Alors que la guerre des situationnistes était la guerre postcoloniale, était la guerre d'Algérie, qui avait été le background de leur mode d'intervention. La guerre de Isidore Isou était une guerre passée, était, comme disait Stefan Zweig, le monde d'avant. La guerre des situationnistes était une guerre au présent. Entre passé et présent, il y a peut-être la différence entre l'expérience lettriste et, d'un autre côté, l'expérience situationniste. Alors j'ai rassemblé pour vous des images, des éléments, des tracts, des documents qui montrent comment s'est construit autour d'Isidore Isou le lettrisme, en voulant aussi vous faire remarquer les traits communs qui existent entre, bien évidemment, Dada et le lettrisme, mais aussi entre le lettrisme et l'international lettriste, qui est un moment de dissidence du lettrisme, qui donnera naissance après
à l'international situationniste. Il faut historiquement comprendre les choses. Le lettrisme, c'est l'après-guerre, c'est 1947. Debord va rejoindre les lettristes, mais va créer une dissidence du lettrisme en inventant l'international lettriste. Et de cette internationale lettriste va naître l'international situationniste. Tout cela se joue entre donc 1946, si vous voulez, et 10 années plus tard, 1957, plus ou moins, et plusieurs congrès, dont d'ailleurs le congrès d'Alba, mais aussi un autre congrès qui s'est joué dans une petite ville italienne que vous connaissez, Cosio d'Aroscia, où s'est créé le groupe de l'international situationniste qui a, à partir de ce moment-là, trouvé donc le développement historique que vous connaissez. Je disais tout à l'heure, et je crois que c'est un point important, qu'au cœur du lettrisme, mais aussi bien évidemment du situationnisme, il y a la littérature, la volonté d'écrire. Izu est un poète, comme Zara était un poète. Et tous ceux qui sont venus autour de lui, tous ceux qui ont été les idolâtres de Isidore Izu, avaient aussi l'ambition d'écrire. Qu'il s'agisse de Gabriel Pomeran, qu'il s'agisse de Maurice Lemaître, qu'il s'agisse aussi de Wollmann, tous avaient cette ambition d'écrire. Il y a dans l'histoire du lettrisme certainement d'abord un background littéraire avant même un background, si vous le voulez, d'art plastique. C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, au commencement du lettrisme, il y a une réflexion sur l'écriture et sur la lettre. Le lettrisme renvoie à la lettre. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à travers cette idée, Isidore Izu, qui était un grand paranoïaque, s'est avancé à la face du monde en disant qu'il était le nouveau Messie. Donc, qui disait nouveau Messie, disait nouvelle Bible, disait Nouveau Testament, si vous voulez, et tout dans le discours construit par Isidore Izu, toute la réflexion qui consiste à recommencer, si vous voulez, à penser le statut de l'écriture, s'est fait à la fois dans cette dimension hébraïque et biblique, et à la fois dans cette dimension profondément liée donc à une réflexion sur l'écriture. Un autre point, je crois là aussi absolument fondamental, c'est que d'emblée, tous les textes qui ont été donnés par les lettristes étaient sous le signe du combat, mais plus encore de la dictature. Et c'est hallucinant de voir ces notions, alors qu'on sortait du nazisme et du fascisme, employées par un juif roumain exilé à Paris dans l'immédiate après-guerre. Et toutes les revues, tous les manifestes qui ont été publiés ont été donnés à la fois comme les éléments d'une dictature, mais aussi comme les éléments d'un nouveau régime. Un nouveau régime au sens où il y avait véritablement volonté de prendre le pouvoir. Il y a là, je crois, des éléments qui sont extrêmement importants, parce que ce sont ces éléments-là qui vont conduire Guy Debord, il ne faut pas l'oublier, à construire sa propre stratégie. Et il me semble que dans les tracts, les documents et tout ce qui a été
évidemment produit par les lettristes pendant cette décennie. Tout ce qui a été développé à ce moment-là s'est construit autour de cette idée d'une prise de pouvoir. L'idée étant que tout se passe sous le signe du combat. Tout se passe sous le signe du combat, combat qui d'ailleurs était le titre d'un journal publié à Paris dans l'après-guerre, le signe du combat pour détruire les conventions idéologiques et détruire évidemment les conventions esthétiques, avec certainement une utopie ancienne, et on sait combien la question de l'utopie est au cœur du discours des avant-gardes, l'idée même de changer le monde. Pour ce faire, il faut savoir que dans cette origine littéraire et poétique, je parlais de Tzara, je parlais de Breton, il y a eu aussi d'emblée chez Izou la volonté d'inventer une économie de l'art. C'est un moment extrêmement important où il développe, si vous voulez, une réflexion sur le système même de l'art et sur les modes de production même de la création. Et alors que Dada avait le goût du tract, du manifeste, de l'apostrophe ou de la stigmatisation, d'emblée, Isidore Izou, Pomeran, Dufresne, Brault, Wollmann, Lemaître, mais aussi Guy Debord, vont vouloir bâtir un système qu'ils disent être un système économique au nom du soulèvement de l'art, du soulèvement même de l'art. Les manifestes que vous voyez ici, les revues qui ont été publiées à ce moment-là, veulent dénoncer ce qu'ils appellent la crétinisation de la pensée, l'imbécilité, si vous voulez même, de la pensée. Ils veulent imposer donc une dictature qui serait conduite par qui? Par un homme qui serait le nouveau Messie. Il y a, pour reprendre des choses qui ont été dites dans ces 2 journées, quelque chose d'extrêmement important que d'ailleurs Pino Galizio et d'autres ont voulu casser. Chez Isidore Izou, comme chez Guy Debord, la volonté du chef et pas la volonté du travail collectif. Et il est très probable que cette volonté du chef a contribué à la perte, si vous voulez, du pouvoir même que Isidore Izou a voulu exercer à cette époque. Il y a autre chose. Il y a sans doute la recherche d'une sorte d'œuvre d'art totale qui passe aussi bien par la littérature, comme je le disais, par toutes les formes de la création, une sorte de système intégral, si vous voulez, que les lettristes ont voulu inventer. Mais derrière tout ça, quelque chose d'étrange, ce goût d'Isidore Izou, qui était en lutte contre André Breton, de se retrouver un jour aux éditions Gallimard. On a ri tout à l'heure d'un document autour de Einaudi. On rira du fait que l'homme qui voulait la perte d'André Breton a toute sa vie rêvé, comme Guy Debord d'ailleurs, paradoxalement, qui publiait dans des revues alternatives ou qui publiait chez Champs Libres pour les Bovici. On rira du fait que tous les deux ont fini, si je puis dire ainsi, ont fini aux éditions Gallimard. C'est au cœur de ces paradoxes, si vous voulez, aussi qu'il faut essayer de comprendre leur projet. Et c'est d'ailleurs dans ce moment-là que je crois qu'on peut comprendre que les lettristes ont beaucoup perdu quand ils ont voulu glorifier le chef, alors que parallèlement, les situs ont voulu se disperser. Cela me rappelle la devise du général Giap que Mario Merz va reprendre en 1968.
il y a aussi certainement quelque chose d'un épuisement dans l'activisme même des lettristes qui les a conduits, si vous voulez, à un moment donné, à tout faire pour être irrécupérables. Ici, un des fameux dessins de Isidore Isou de 1947, où, comme vous le remarquez, la méthode même de Isou rejoint la méthode des glossolalies. Il ne faut pas oublier que c'est quand même l'époque d'Antonin Artaud, le plus grand, évidemment, de tous, mais également le système des didascalies aussi inventé par Zara dans le début du XXe siècle. Pour essayer justement d'exister de cette façon ô combien prégnante, les lettristes ont publié plus que n'importe qui. La bibliographie du lettrisme est proprement une folie, faite de livres d'une page, ou de livres de milliers de pages. J'ai pu consulter les archives de Isidore Isou, qui étaient composées à sa mort de 600 cartons de manuscrits. C'est vous dire combien, dans cette amphigorie, si vous voulez, il y a eu la volonté de saturer, en quelque sorte, la pensée et de saturer le terrain. Pourquoi ? Parce qu'en saturant la pensée et le terrain, on fait peur. On fait peur et on sème la terreur. Et les lettristes, dans cette stratégie guerrière, avaient à l'esprit de faire peur et de semer la terreur. On retrouve d'ailleurs là un principe intéressant qui est celui de la colère des enragés des avant-gardes historiques. Il n'avait rien à voir avec la colère des engagés, l'engagement des Sartriens. Et c'est dans ce contexte, si vous voulez, là, que bien évidemment, à ce moment, Guy Debord va jouer à ce qu'il a appelé, avec sa première femme, Alice Becker-O, le jeu de la guerre. Ils vont inventer un jeu de la guerre comme il existe un jeu d'échecs. Et comme Marcel Duchamp jouait, lui, aux échecs, Debord va vouloir, sur le modèle de Clausewitz, inventer un jeu de guerre avec des coups plus nombreux que les coups des échecs. Aux échecs, il y a, je crois, 80 coups possibles. Au jeu de Guy Debord, il y a 120 coups possibles pour essayer donc de gagner la bataille. Épuisement donc du lettrisme dans cette volonté d'être contre tout, d'occuper le terrain sur tous les modes possibles, de produire en même temps des notions extrêmement sophistiquées qui parfois sont d'ailleurs des notions incompréhensibles. Il y a un vocabulaire lettriste fait de mots, cladologie, discrépance, amplique, méta, hypergraphique, supratemporelle, qui sont des notions amphigoriques, extrêmement emphatiques, qui visent à saturer en quelque sorte l'esprit et à construire, en réinventant le langage, ce qu'ils appellent une ligne créatrice originale, mais aussi une ligne créatrice originelle. La notion donc de guérilla va les conduire à apostropher André Breton, qu'ils vont traiter, comme beaucoup d'autres, de tous les noms. André Breton considéré comme un poète épuisé, qui n'a plus rien à dire, et contre lequel, évidemment, il faut déclarer la guérilla. Et étonnamment, le lettrisme s'est construit entre une sorte de paranoïa et de schizophrénie.
la paranoïa du pouvoir d'Isidore Isou, dans ce délire monomaniaque en quelque sorte, fait à la fois d'un messie et des apôtres, messie et apôtre, et d'un autre côté une schizophrénie dans cette division continue qui va faire éclater le lettrisme dans une dissidence qui va s'appeler donc l'internationale lettriste. L'internationale lettriste sera ce moment de cassure où, comme vous le savez, donc Debord va prendre le pouvoir. Au cœur de cette histoire, la tentative de certains des lettristes de faire venir à eux des voyous. Gabriel Pomeran est un voyou. Jean-Michel Mention est un voyou. Et autour de cette idée de voyou, l'idée de retrouver la vieille idée de la poésie de la fin du XIXe siècle, entre autres bien évidemment d'Arthur Rimbaud, des enfants perdus. Les lettristes se sont donnés comme des enfants perdus, alors que Debord s'est avancé avec ce qu'il appelait lui-même une philosophie à l'explosif, et donc un mode, si vous voulez, de fonctionnement qui a visé à submerger ses antagonistes. Je crois donc qu'il y a là des choses extrêmement intéressantes quant à la méthodologie qui a opposé le lettrisme, la naissance de l'internationale lettriste et celle de l'internationale situationniste. Le XXe siècle, vous le savez comme moi, a connu de nombreux incendiaires, sans doute avant tout Dada, qui reste bien évidemment le substrat sur lequel s'est forgé à la fois le lettrisme et le situationnisme. Dans une autre mesure, mais ça nous emmènerait très loin quand on parle à des Italiens, le futurisme. Mais on sait ce qu'il est advenu du futurisme lorsque le fascisme s'est emparé, en quelque sorte, de leur mode de réflexion. Les incendiaires dans la pensée du XXe siècle ont été ceux qui, à un moment donné, ont été fondamentalement en rupture, à la fois dans l'idée de réinventer le monde, ce qui était évidemment propre au lettrisme, mais aussi dans la volonté d'écrire ce que j'appellerais de nouvelles légendes. Et il me semble que, à travers une vision finalement assez romantique qu'ont eue les lettristes de la pensée, alors que Debord et les situationnistes sont refusés fondamentalement au romantisme, il y a eu cette idée d'inscrire des légendes qui passent par exemple dans l'œuvre de bien sûr Isou, mais dans celle aussi de Pomeran, qui passe aussi dans la mythologie de Saint-Germain-des-Prés, qui, vous le savez, est essentiellement liée au Paris d'après-guerre, qui est en même temps portée par un nombre d'acteurs qui, pour beaucoup d'entre eux, viennent de marge même de l'espace de la littérature. Et la différence peut-être essentielle qui a existé entre le lettrisme et le situationnisme repose sur la dimension romantique portée, comme je le disais, par le lettrisme, alors que quelque part, il y a eu dans l'entreprise des situationnistes la tentative d'une extension rationnelle. J'irais même jusqu'à dire autre chose. Cette extension rationnelle qu'on trouve chez les situationnistes est peut-être une extension, merci madame de me traduire, une extension rationnelle du conte de fées que les lettristes
avaient essayé de promouvoir à leur façon. Mais je crois, pour terminer, qu'il est extrêmement important de garder à l'esprit que ce n'est pas par la littérature, que ce ne sont pas par les tracts, que ce ne sont pas par les déambulations que les lettristes ont pu faire, que quelque chose s'est réinventé à travers le situationnisme, parce que les idées portées par les lettristes étaient en quelque sorte profondément nostalgiques d'un monde qui avait vécu, mais que c'est à travers justement des modes absolument novateurs, des paradigmes novateurs, si vous voulez, que les situationnistes ont inventés, comme l'idée de psychogéographie, comme l'idée de dérive, mais surtout fondamentalement à travers la question du cinéma et de l'usage même du cinéma, que la modernité du situationnisme a fini par prendre le pas sur l'esprit même du lettrisme. Et pour ce faire, je voudrais là vous montrer rapidement quelques exemples. Izu, comme ses amis, s'essaye au cinéma dans une forme qui fait éclater le récit, mais somme toute dans une forme qui préserve l'image, le texte et le son. Après lui, Guy Debord, au Festival de Cannes, va imposer un autre espace cinématographique en présentant avec hurlement en faveur de Sade le film à la fois sans pellicule, le film avec un texte en voix off, le film noir dans une salle noire, de la même manière que dans la revue Ion, avec son ami Brault, il avait écrit les scénarios des films qui, justement, allaient déterminer ce devenir image même du situationnisme. Oui, je crois qu'il y a là quelque chose d'important que je voudrais matérialiser par ces deux extraordinaires images de la projection de l'anticoncept par Gilles Volman, qui rejoint donc Guy Debord pour créer l'international situationniste et d'abord l'international lettriste. Je voudrais matérialiser ce passage du monde d'avant, qui quelque part avait la nostalgie de la peinture, vers le monde d'une modernité à venir, qui s'est construite fondamentalement à partir d'un anti-cinéma, en faisant comprendre que entre peinture et image, il y a peut-être la dichotomie fondamentale de l'art du passé et de l'art dans lequel nous sommes encore probablement aujourd'hui. Voilà quelques idées sur ce moment historique absolument extraordinaire. Je voudrais aussi rappeler, et je crois que c'est important, parlant de cinéma, que c'est à travers la violente critique de Charlie Chaplin, à travers un tract très célèbre qui s'intitulait « Fini les pieds plats ». Quand Chaplin est venu à Paris pour présenter les Lumières de la ville, Limelight, que cette coupure entre ce cinéma d'avant, ce cinéma qui venait de Max Sennett et finalement d'un cinéma chez Chaplin qui était un cinéma assez... l'expression est assez cruelle. D'ailleurs, si j'essaye de prendre l'expression de Debord, qui le traitait d'escroc au sentiment. Chaplin, c'était l'escroc au sentiment. Eh bien, c'est certainement dans cette manifestation d'une extrême violence physique contre Chaplin à Paris, que la rupture s'est consommée entre l'international lettriste et l'international situationniste. La création
de l'internationale lettriste par Debord, Brault, Bernat et Wollmann, c'est une tentative d'encerclement au sens militaire, si vous voulez, du mot du lettrisme ancien. C'est une sorte de sédition, je ne sais comment on dit sédition, seditio peut-être en italien, qui va se matérialiser justement en 1952 par la projection de Hurlements en faveur de Sade et par l'Anti-Concept, un film dépourvu d'images, une salle dans le noir et des dialogues dispersés dans l'espace et sans continuité. Chaplin, étonnamment, sera la rupture. S'il faut identifier l'homme par qui le scandale arrive, celui qui donc personnifiait une forme d'art du passé, peut-être même quelque chose d'un art mondain, si vous voulez, Chaplin a été ce moment de rupture, ce moment d'exclusion, ce moment où un nouveau chef, Guy Debord, va s'auto-proclamer pour devenir, dans le contexte idéologique de l'époque, non plus l'homme à la recherche justement du temps perdu, si je veux faire une paraphrase que vous comprenez tous, mais un regroupement possible pour une réfutation du monde de demain. Merci.